Alors, oui, cette nouvelle recherche. Donc, cette recherche a débuté par un appel à contribution lancé en 2021 par les cahiers victoriens édouardiens pour un numéro qui d'ailleurs doit paraître cet automne, en 2023. Numéro sur les autobiographies victoriennes édouardiennes. Mais cet appel mentionnait la possibilité de travailler sur la biographie en tant qu'autobiographie occulte. Et j'ai donc décidé de regarder de plus près, ce que je ne l'avais fait en tout cas jusque-là, les 4 biographies de Giordano Bruno rédigées par Annie Besant entre 1876 et 1911, afin de les analyser au prisme de cette problématique suggérée par les CVE. Est-ce qu'il y a un aspect autobiographique dans ces biographies? Et ce faisant, je me suis d'abord aperçue qu'au-delà de simples allusions, en particulier à la conférence donnée par Besant sur Bruno à la Sorbonne en 1911, sur laquelle je reviendrai, ces textes n'avaient jamais retenu l'attention des historiens, que ce soit du côté des biographes de Besant ou de l'historiographie théosophe. Et en fait, même Kurt Leland, qui a compilé la meilleure bibliographie des écrits de Besant à cette date, ne connaissait pas l'existence du premier texte de Besant sur Bruno, publié en 1976. Et c'est la même chose du côté des spécialistes de l'histoire de la pensée de Bruno et de son influence, en particulier Hilary Gatty, qui a publié des essays on Giordano Bruno et avec en particulier tout un chapitre sur Bruno and the Victorians, publié en 2010. Et Gatty ne mentionne à l'inverse que l'article de 1876 de Besant sur Bruno, mais aucun des autres textes. Ce qui montre d'ailleurs, une fois encore, qu'il y a vraiment une fracture historiographique sur Annie Besant entre l'avant et l'après son adhésion à la théosophie en 1889. Et c'est donc le résultat de ce travail de recherche sur ces textes que je vais partager ce soir avec vous. Mais très brièvement tout d'abord, quelques mots sur Annie Besant si vous ne la connaissez pas. Donc, elle est née Annie Wood à Londres en 1847, dans une famille de la classe moyenne d'origine protestante irlandaise. Elle a épousé un pasteur anglican, Frank Besant, lui en l'occurrence, en 1867, avec qui elle a eu 2 enfants, mais le mariage s'est avéré rapidement un échec, aggravé par les doutes religieux d'Annie Besant. Après l'obtention d'une séparation légale, Besant a rejoint la National Secular Society de Charles Bradlaugh, dont elle est devenue une vice-présidente très engagée, très militante, contributrice régulière à l'hebdomadaire de la National Secular Society, le National Reformer. À la croisée de son féminisme et de la lutte pour la liberté d'expression, Besant s'est également engagée pour le droit à l'information sur la contraception lors du procès Knowlton de 1977, ce qui lui a coûté la garde de sa fille Mabel et qui lui a valu d'être renvoyée de l'université de Londres où elle avait entamé une licence de sciences. À partir de 1885, Besant participe au renouveau socialiste des années 1880, principalement au sein de la Société Fabienne, et elle lance un hebdomadaire, The Link, après avoir aussi créé un mensuel généraliste à O'Connor. Et c'est en tant que journaliste socialiste qu'elle soutient entre autres la fameuse grève victorieuse des allumetières de l'East End de Londres en 1888, puis les aide à monter un syndicat. En 1889, au terme d'un long questionnement spirituel, Besant adhère à la Société théosophique, un mouvement ésotérique, syncrétique, inspiré à la fois du néoplatonisme, du bouddhisme et de l'hindouisme, mouvement qui a été lancé en 1875 par Elena Blavatsky. L'engagement spirituel de Besant l'amène en Inde, à Adyar, près de Chennai, anciennement Madras, où se trouve le siège international de la Société théosophique, dont elle est élue présidente chaque année de 1907 à sa mort en 1933. Elle est donc devenue à ce moment-là une missionnaire vraiment infatigable de la théosophie en Inde, en Europe, aux États-Unis. Et en 1910, elle a adopté Krishnamurti, en qui elle voyait, on verra, le futur instructeur du monde. Alors Besant, toutefois, ne renie pas sa libre pensée, ni son socialisme, ni son féminisme. Elle offre ainsi son soutien aux suffragettes au début des années 1910 et elle adhère encore au Parti travailliste en 1918. Dans le même temps, elle lutte pour l'autonomie de l'Inde, Home Rule, aux côtés des grandes figures du nationalisme indien, dont Nehru père, puis Gandhi. Gandhi qu'elle a rencontré d'ailleurs à Londres dès 1895, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais Gandhi lui-même a été théosophe. Elle est placée en résidence surveillée par les autorités britanniques en 1917, et elle est même élue à la tête de l'Indian National Congress à sa libération la même année, 1917. Voilà, brièvement, la vie d'Annie Besant en quelques grandes dates. Alors, avant de parler des écrits d'Annie Besant sur Giordano Bruno, il est important pour la suite de la réflexion de rappeler ici qu'elle a publié 4 textes réellement autobiographiques. Le premier, sa préface de My Path to Atheism, rédigée en 1878 alors qu'elle est vice-présidente de la National Secular Society.
Sa première véritable autobiographie paraît d'abord en feuilleton dans son mensuel Our Corner, puis sous forme d'un ouvrage intitulé Autobiographer Sketches en 1885, l'année où elle rejoint le mouvement socialiste, décision qu'elle justifie en 1886 avec un autre texte en partie autobiographique, Why I Am a Socialist. Lorsque Besan se convertit à la théosophie en 1889, elle le raconte dans Why I Became a Theosophist, et son autobiographie complétée et révisée, Annie Besant, An Autobiography, sort en 1893, précédée de A Fragment of Autobiography, publié en 1891. Dans le même temps, Besan publie sa première biographie du philosophe de la Renaissance Giordano Bruno en 1876, un article pour le National Reformer, l'hebdomadaire de la National Secular Society. En 1884-85, Besan rédige une biographie plus détaillée de Bruno, bien que destinée à un jeune public, The Story of Giordano Bruno, publiée dans son mensuel Our Corner. C'est ensuite en tant que théosophe que Besan donne en 1898 une conférence sur Giordano Bruno, The Man and the Teacher, puis partage en français le message de Giordano Bruno au monde moderne à la Sorbonne en 1911. Alors, de même que certains ne connaissaient peut-être pas Annie Besant, quelques mots très rapidement sur Giordano Bruno. Donc, Bruno est né en 1548 à Nola, près de Naples, d'un père soldat, vraisemblablement. C'est pour ça qu'il est également appelé le Nolin, puisqu'il est né à Nola, près de Naples. De 1565 à 1576, il est moine dominicain, toujours près de Naples. Il étudie la mnémotechnique, les débats philosophiques entre platoniciens, aristotéliciens, Erasme, l'hermétisme et la cosmologie. Il finit par être menacé par l'acquisition, il fuit donc son monastère et il erre déjà 2 ans en Italie en vivant, en donnant des cours. Il s'exile ensuite à Genève, mais il est excommunié. Il va donc en France, à Lyon puis à Toulouse, où il enseigne 2 ans. Henri III le remarque, il le fait venir à la cour et il devient son protecteur. Et Henri III lui octroie une chaire au Collège Royal, futur Collège de France. Bruno rejoint ensuite l'Angleterre, Londres puis Oxford, où il publie ses œuvres principales, Le banquet des cendres, La cause, le principe et l'un. De l'infini de l'univers et des mondes, sans doute le plus célèbre, puisque c'est celui dans lequel il expose une théorie cosmologique qui va au-delà des thèses coperniciennes, donc nous affirmons qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. Avec l'expulsion de la bête triomphante, il s'attaque aux calvinistes et aux catholiques. Et dans les Fureurs héroïques, il nie la centralité de la Terre et toute localisation précise de Dieu. De retour à Paris après Oxford, donc il est de retour, mais c'est dans un contexte de forte tension religieuse et Henri III lui ôte ce soutien. Il part donc en Allemagne, où l'université de Marbourg puis celle de Wittenberg l'accueille, mais Bruno est de nouveau excommunié, cette fois par l'église luthérienne. Il séjourne à Francfort, dont il est expulsé. Il a tout de même le temps de publier plusieurs ouvrages en Allemagne, de nouveau sur la cosmologie, des ouvrages de géométrie, un ouvrage sur l'infiniment petit, à nouveau un ouvrage sur la mnémotechnique, ouvrage qui vaut malheureusement sa perte, puisque c'est à la suite de l'acceptation à Venise d'un jeune patricien, Mocenigo, qui voulait que Bruno lui enseigne la mnémotechnique, que Bruno retourne en Italie, à Venise. Il se brouille avec Mocenigo, il est donc dénoncé à l'acquisition vénitienne par celui-ci et emprisonné à Venise par l'Inquisition. S'ensuit un interminable procès, au terme duquel Bruno est en fait acquitté par l'Inquisition vénitienne, mais le pape Clément VIII intervient auprès du doge, obtient l'extradition de Bruno à Rome, où le tribunal de l'Inquisition, cette fois, le déclare hérétique. Et le 17 février 1600, Bruno meurt au bûcher sur le Campo dei Fiori à Rome, la langue clouée sur un mort de bois pour le réduire au silence. Et autre date importante, 1889, comme nous le verrons, une statue de Giordano Bruno, c'est celle qui est en photo, par le sculpteur Ettore Ferrari, est érigée sur le Campo dei Fiori. Voilà, sur Bruno. Alors, comme nous le verrons, les événements de la vie de Bruno que je vous ai donnés ici, que je vous ai relatés ici, étaient connus et disponibles en Angleterre dès l'apparition en 1876 du premier texte de Besan sur Bruno. Alors Bruno ayant été condamné au bûcher par l'Inquisition romaine en 1600, en partie en raison de ses théories cosmologiques,
les libres penseurs victoriens le considéraient comme un martyr de la science et voyaient en lui l'un des leurs. Et Annie Besant relate dans ses autobiographical sketches que durant le congrès de la National Secular Society du 1976, qui se tenait à Leeds, une souscription fut lancée pour aider au financement de la statue érigée à Rome à la mémoire de Giordano Bruno, volonté d'hommage d'ailleurs portée par un comité international qui suscite d'ailleurs un vaste débat à travers l'Europe. C'est probablement à cette occasion que Besant, comme beaucoup, commence à s'intéresser à Bruno et en juillet 1976, elle publie son tout premier texte sur celui qu'elle appelle le plus grand héros de la libre pensée dans le National Reformer. La première biographie complète de Bruno par Christian Bartholomès a été publiée en français en 1846. Bruno lisait le français et comme elle l'indique avec une note, cette bibliographie fut sa source principale. Besant cite également une histoire de la philosophie, publiée en 1867 par le philosophe anglais George Henry Lewis. La note est imprécise, mais il s'agit très probablement de sa Biographical History of Philosophy, dont la première édition date de 1857. Lewis y présente d'ailleurs Bruno avant tout comme un scientifique, précurseur de Bacon, mais aussi du panthéisme de Spinoza. Alors, il existe déjà des indices d'une identification d'Annie Besant à Giordano Bruno dans cet article. S'appuyant sur Lewis, elle présente Bruno comme un panthéiste, mais elle interprète ce panthéisme comme un athéisme voilé, position philosophique atteinte par Bruno, affirme-t-elle, grâce à son étude critique des dogmes chrétiens qui l'amena à en douter. Or, en 1978, Annie Besant explique dans sa préface de My Path to Atheism qu'il s'agit d'un recueil d'essais montrant le développement progressif de sa pensée jusqu'à l'épanouissement complet de son athéisme après avoir fait la résolution d'étudier un par un tous les dogmes chrétiens, le même cheminement intellectuel donc que celui qu'elle attribue à Bruno. Par ailleurs, un athéisme voilé correspond à ce qui était la position philosophique d'Annie Besant elle-même jusqu'à sa rencontre avec Charles Bradlaugh. Comme elle le rapporte cette fois dans ses Autobiographical Sketches, ce fut Bradlaugh qui lui fit comprendre, après la lecture d'un de ses articles qu'elle estimait encore théiste, que, lui a-t-il dit, votre réflexion vous a mené à l'athéisme sans que vous vous en rendiez compte, et c'est ce qu'elle pense alors exactement de la réflexion de Bruno, que Bruno est athée, mais que Bruno ne sait pas avouer lui-même son athéisme. La deuxième biographie de Giordano Bruno par Annie Besant fut publiée de février à septembre 1884 sous forme de feuilleton dans son mensuel Our Corner. Cette Story of Giordano Bruno est une sorte de conte moral à destination d'un jeune lectorat, Young Folks, et cela pourrait être la raison pour laquelle Besant n'y fait cette fois pas l'usage de l'historiographie récente et de qualité désormais disponible sur Bruno, en particulier les travaux de Thomas Whitaker, publiés la même année. Et Thomas Whitaker lui-même fait une historiographie de ce qui s'est fait sur Bruno. Il y a vraiment des choses assez intéressantes qui ont été faites depuis Bartholomès. Donc là, cette fois, Besant n'y fait pas appel. Mais je pense que Besant, cette fois, ne vise pas l'exactitude historique. Elle publie en effet sa Story of Giordano Bruno en exact parallèle avec ses Autobiographical Sketches qui paraissent également sous forme de feuilleton dans Our Corner de janvier 1884 à juin 1885. Et il y a des échos si remarquables entre les deux que la Story semble être par moments la version jeune public des Sketches. À l'époque, Besant se considère en effet comme une sorte de martyr, puisque son athéisme proclamé et sa défense publique du droit à l'information sur la contraception durant le procès Knowlton lui ont coûté la garde de sa fille, Mabel, en 1878, puis son exclusion de l'Université de Londres à la veille d'y obtenir sa licence de sciences en 1883. C'est la raison pour laquelle son introduction aux Sketches en parle comme d'une défense, mais dans le sens d'un plaidoyer contre des attaques injustes, et c'est ce qu'elle met là, on le voit sur cette slide. Alors, des échos remarquables en effet. Les deux récits s'ouvrent sur la soif de connaissance de leur sujet, qui, alliée à une foi présentée comme naïve, les amène à faire des choix de vie décevants que Besant décrit de façon similaire. Le jeune garçon, donc Bruno, était imaginatif et superstitieux, pensant qu'un monastère serait l'endroit que son Dieu t'approuverait le plus. La fonction
Pour elle, la fonction d'épouse de pasteur ne semble pouvoir être surpassée que par celle de religieuse et attire donc puissamment celle qui s'imagine le plus une vie de dévouement. Alors que Bruno rêve, écrit-elle, de se libérer de la routine étroite de son ordre monastique afin de prendre part aux débats intellectuels, Besan, jeune épouse de pasteur, se souciait plus des grandes luttes que des discussions au sujet de la petite amie de la bonne ou du beurre, alors que du saindoux aurait très bien pu faire l'affaire. Même frustration intellectuelle. Similaires également sont leurs rébellions. Besan présente Bruno comme un jeune homme qui n'acceptait jamais de réponse infondée à une question, qui refusait de considérer comme certains ce que la Sainte Église enseignait. De même, comme nous l'avons vu, elle explique dans les Sketches qu'elle s'est décidée à étudier chacun des dogmes chrétiens afin de ne plus jamais dire « je crois » en quelque chose qui n'aurait pas été démontré. Parallèle. De façon remarquable, dans les deux textes, les guides spirituels de Besan et de Bruno réagissent de la même manière. Côté Bruno. Mon fils, lui disait le brave vieux moine, tu cherches à trop en savoir. Ton questionnement sans fin et ton désir de dépasser en sagesse ce qui est écrit est dangereux. Besan s'inspire là clairement de la réaction du théologien Edward Pusey, qu'elle était allée voir à Oxford pour discuter de ses propres doutes religieux. Elle décrit ainsi la scène dans les Sketches. Un petit monsieur corpulent, en soutane, qui ressemblait à un moine satisfait de son sort, qui lui dit, rapporte-t-elle, « Vous avez déjà trop lu, vous devez prier. Il est de votre devoir d'accepter les vérités de l'Église, en l'occurrence anglicane. Vous les rejetez à vos risques et périls, vous êtes gonflé d'arrogance intellectuelle. » Exactement la même réaction. Quand Besan perd sa foi chrétienne, son mari, pasteur anglican, Franck Besan, lui a donné un ultimatum. Assister à la messe dans son église et communier ou le quitter. J'étais bien déterminée à ne pas l'accepter, dit Annie Besan, et elle quitta effectivement son mari. Selon elle, dans ce texte, Bruno se trouva face à un ultimatum semblable. Devoir assister à la messe pour être autorisé à faire cours en Sorbonne. S'il refusait, non seulement perdrait-il sa chair, mais le roi, capricieux et fanatique, pourrait se retourner contre lui. Je vous rassure, il n'y a plus cette exigence en Sorbonne maintenant. Ça. Voilà. Ce faisant, Annie Besan, en fait, contredit son propre article de 1876, dans lequel elle affirmait, à ceci, assister à la messe, Bruno ne pourrait jamais se résoudre et il était protégé par le roi Henri III et par sa propre popularité du danger encouru. Donc on voit bien que la volonté d'assimilation avec Bruno, en fait, dépasse là totalement la vérité historique au point de se contredire. La publication des Autobiographical Sketches s'interrompt brutalement sur l'année 1878 et la perte de la gare de la petite Mabel. Toutefois, il y a des échos évidents de la vie d'Annie Besan entre 1878 et 1884, donc les années qui manquent, dans sa Story of Giordano Bruno. Et tout d'abord de la longue lutte menée depuis son élection en 1880 par Charles Bradlaugh, avec le soutien actif d'Annie Besan, pour parvenir à siéger à la Chambre des communes malgré son athéisme. Bradlaugh est élu, mais il lui est refusé de prêter serment parce que le serment est un serment religieux. Lorsque Besan écrit que Bruno se demande « Après tout, qu'est-ce qu'une messe ?» Juste une succession de mots ridicules et d'expressions insensées, ajoutant qu'il lui suffit de prétendre y croire pour être en sécurité et poursuivre tranquillement ses études philosophiques, il est impossible de ne pas reconnaître le dilemme de Bradlaugh après sa victoire aux législatives et l'obligation de prêter un serment alors religieux pour siéger. Le 21 mai 1880, dans une lettre envoyée au Times, il avait expliqué qu'il prêterait serment, ajoutant « Tant pis pour ceux qui me forcent à répéter ces mots qui, comme je l'ai déclaré des dizaines de fois, ne sont pour moi que des sons, sans signification claire et précise. » Et ce fut d'ailleurs cette lettre provocatrice qui lui valut l'interdiction de prêter serment et donc de siéger. Et de façon significative, Bradlaugh lui-même avait mentionné Giordano Bruno dans le discours qu'il avait fait aux libres penseurs en 1880 pour leur expliquer pourquoi il souhaitait prêter serment malgré tout, affirmant que l'esprit de Bruno va de par le monde aussi vivant que par le passé. La Story permet également, donc ça c'est la citation de Bradlaugh, la Story permet également à Besan, de faire indirectement allusion à son expulsion de l'Université de Londres en 1883,
où elle était inscrite en licence de sciences depuis 1879. Dès 1881, le Birkbeck Institute avait volontairement mis son nom de la liste des étudiants ayant réussi leurs examens. En 1882, le conservateur des jardins botaniques de Kew lui en avait refusé l'accès, où elle avait besoin d'étudier, au prétexte que ses filles aussi y étudiaient et que leur réputation risquait d'être entachée par la présence de bessons dans les mêmes jardins. Elle était alors allée se plaindre à Rosa Morrison, la surintendante des étudiants de l'université, qui lui avait parlé de façon évasive de préjugés à son encontre, sans régler le problème. Et finalement, en mai 83, le conseil de l'université avait prononcé son exclusion ainsi que celle des 2 filles de Charles Bradlaugh dans la foulée, sans donner aucune raison précise. Dans la story, le récit de l'expulsion de Bruno de l'université de Marbourg est très similaire. Le recteur de l'université écrit sèchement qu'il est obligé de lui refuser la permission demandée. Il y a de graves raisons pour lesquelles Bruno ne devrait pas être autorisé à enseigner. Vos opinions, Dr Bruno, ne sont pas fondées et ne sont pas celles que l'on attend de chez un enseignant de la jeunesse. Bruno lui répondit « Effacez mon nom des listes de votre université ». Nigidus, donc qui est le recteur, rétorqua avec mépris qu'il ne lui serait pas difficile de l'effacer d'une liste qu'il n'aurait jamais dû déshonorer. Besan avait mentionné cet épisode de la vie de Bruno dans son article 1876, mais sans ce dialogue, et selon moi, ce dialogue est directement inspiré des circonstances de sa propre expulsion de l'Université de Londres qui est intervenue entre-temps. Par ailleurs, dans ses autobiographical sketches, Besan semble constamment en quête de sens et elle utilise de façon répétée la métaphore de la lumière pour signifier cette quête. Or, il y a également énormément d'interrogations existentielles, mais aussi spirituelles, dans sa Story of Giordano Bruno. Il imaginait que le savoir serait son compagnon et que la vérité elle-même lèverait son voile sous son regard fervent et respectueux. Marchant de long en large dans sa geôle étroite, il luttait, réfléchissait, s'interrogeait et priait pour une lueur qui ne vint jamais. Son regard profond, plein de quêtes, d'attentes et du désir insatisfait d'atteindre la certitude de la vérité, etc. Et selon moi, Annie Besant s'autorise dans les 2 cas, dès 1884, à exprimer sa propre insatisfaction spirituelle qui allait l'amener à la théosophie 5 ans plus tard. 5 ans plus tard donc, la statue de Giordano Bruno fut finalement, après une longue lutte, inaugurée sur le Campo dei Fiori à Rome le 9 juin 1889, tout juste un mois après l'adhésion d'Annie Besant à la Société théosophique le 10 mai 1889. Bien qu'écrite alors qu'Annie Besant se disait athée, sa Story of Giordano Bruno fut plusieurs fois réimprimée dans des périodiques théosophes, sans aucun changement, avec la simple addition d'une note précisant « Cette histoire faisait partie d'une série écrite lorsque j'étais sceptique », elle ne dit plus athée, elle dit sceptique. « Giordano Bruno m'a beaucoup fasciné par le passé ». Formulation étrange parce que, comme nous allons le voir, Giordano Bruno continua de fasciner Annie Besant bien des années après sa conversion à la théosophie. Il faut dire que Giordano Bruno était déjà une figure importante du panthéon théosophe en 1877, du panthéon théosophe. En 1877, Blavatsky avait consacré plusieurs pages de son premier opus, Isis dévoilée, à l'intérêt de Bruno pour ce qu'elle appelait la métempsychose pythagoricienne, et elle considérait la théorie et elle contestait la théorie selon laquelle Bruno était athée. Comme annoncé ici dans le Manchester Evening News en 1892 déjà, Annie Besant fit une tournée en Grande-Bretagne avec plusieurs conférences théosophiques, dont une sur Giordano Bruno. Et on notera au passage que Bruno la donna dans la salle des libres penseurs de Manchester, le Secular Hall on Rushmore Road, libres penseurs qui, contrairement à leurs collègues londoniens, j'y reviendrai, acceptaient donc toujours de la recevoir et de l'écouter, alors qu'elle était théosophe à ce moment-là. Cette conférence est très vraisemblablement, j'en ai pas la certitude, mais généralement elles étaient reprises sans beaucoup de changements. La conférence, il me manque, une slide, c'est pas grave. La conférence, publiée en 1898 sous le titre Giordano Bruno, The Man and the Teacher. Mais entre-temps, en 1893, Besant a publié la version révisée et augmentée de son autobiographie, intitulée Annie Besant, An Autobiography, qui, cette fois, se clôt peu après sa conversion à la théosophie. Dans cette seconde autobiographie,
Besan retrace les étapes de sa longue quête de sens et son évolution spirituelle peut s'y lire en fait au fil de ses allusions à Giordano Bruno. Elle le place tout d'abord parmi ses grands découvreurs, ses philosophes les plus profonds, ses réformateurs les plus sincères, ses pionniers travaillant sans relâche au progrès, à qui fut accolée l'épithète d'athée, comme elle-même, libre penseuse d'ailleurs, a accolé à Bruno l'épithète d'athée, on vient de le voir. Besan se souvient ensuite de l'arrestation de Bradlaugh en plein Parlement, dans des termes faisant de lui et d'elle-même des martyrs au même titre que Bruno. Fort de la justesse de notre cause, nous attendons d'un air grave mais sans crainte les successeurs de ceux qui ont brûlé Bruno, etc. Elle présente enfin Bruno sous un jour théosophe. Un des crimes de Bruno fut d'avoir osé enseigner qu'il existait d'autres mondes habités que le nôtre. Tous les théosophes déclarent que l'ensemble de l'univers vibre de vie. Il existe toutefois une autre allusion à Bruno, moins explicite, dans cette autobiographie. Lorsque Besan affirme se souvenir qu'enfant, je passais des heures à rêver éveillé, m'imaginant devant des juges romains, des inquisiteurs dominicains, jetés au lion, torturés sur un chevalet, brûlés au bûcher. Un jour, je me vis en train de prêcher quelques grandes foi nouvelles à une vaste foule qui m'écoutait et se convertissait, et je devenais une grande guide religieuse, mais toujours j'étais brutalement ramenée à la réalité. Pourquoi est-ce, selon moi, aussi une allusion à Bruno? Parce que, lorsque Besan rejoint la Société théosophique en 1889, les théosophes ont déjà largement contribué à diffuser en Occident la croyance en la réincarnation. Blavatsky a inclus cette croyance dans ses enseignements à partir de 1882 et elle en fait un point central de sa doctrine secrète en 1888. Or, Annie Besan adhère à la Société théosophique après avoir rédigé le compte-rendu de la doctrine, qui l'a donc convaincu, compte-rendu rédigé pour la Pall Mall Gazette de son ami le journaliste William T. Stead. Besan commence à publier elle-même sur la réincarnation dès 1892 avec un manuel théosophique sur le sujet dans lequel elle mentionne Giordano Bruno à 2 reprises. D'abord, comme l'une de ces grandes armes intuitives qui avait embrassé la vérité de la réincarnation malgré une tentative infructueuse de l'Église pour l'éradiquer. Ensuite, comme preuve de l'existence de la réincarnation, selon elle, d'où vient le génie, un Platon, un Dante, un Bruno, un Shakespeare, un Newton, tous sont nés de familles médiocres, la sagesse est le fruit de nombreuses incarnations. Ce manuel montre également que, comme Blavatsky avant elle, Besan pense qu'il est possible de se souvenir de ses vies antérieures. Et donc, elle l'explique là, dans le paragraphe que je vais sauter ici. Donc, selon elle, c'est possible. Alors, selon Gennaro Giadassa, qui fut vice-président de la Société théosophique sous la présidence d'Annie Besan dans les années 1920, Besan, selon lui, se lança à partir de 1895 dans une investigation clairvoyante, dit-il, de ses vies antérieures, sous l'égide d'un autre théosophe, Charles Leadbeater. Gennaro Giadassa affirme que Besan avait alors découvert avoir été elle-même Giordano Bruno dans une de ses existences passées. Alors, le fait que Bruno ait été un homme ne constituait en aucun cas un problème pour Annie Besan et pour les théosophes. Le premier objet de la théosophie est en effet d'œuvrer à la fraternité universelle de l'humanité sans distinction de race, de croyance, de caste ou de sexe. Et la doctrine théosophe enseigne que tout individu se réincarne dans des corps féminins ou masculins. Et Annie Besan l'explique elle-même en 1892. L'ego lui-même est asexué. Au cours de sa myriade de réincarnations, il habite des corps masculins et féminins. L'objet de la réincarnation est de progresser vers la perfection humaine. Pour cela, les éléments positifs et négatifs, dans le sens du yin et du yang, doivent parfaitement s'équilibrer. Il est donc aisé de comprendre que l'ego doivent, pour les développer, faire la pleine expérience des caractéristiques dans leur sujet physique approprié et donc une alternance des sexes est nécessaire. Et Besan ajoute que la réincarnation permet d'expliquer pourquoi on rencontre de nobles personnes d'un des 2 sexes physiques qui expriment les caractéristiques historiquement développées par l'autre sexe. Ce qui montre bien, on est quand même en 1892 seulement, qu'elle fait bien la différence entre sexe et genre. Et ça explique d'ailleurs une complète tolérance de la part des théosophes, même à l'époque, pour l'homosexualité, ce qui est très très rare à ce moment-là. Avant même cela, si Annie Besan parle de ses rôles de fille, d'épouse, de mère dans ses autobiographies, elle y rejette clairement la sphère domestique, pour au contraire raconter avec fierté sa conquête de la sphère publique
alors considérée comme masculine, en tant que conférencière, pamphlétaire et journaliste professionnelle. Besan luttait contre les discriminations morales, sociales et institutionnelles dont étaient victimes les victoriennes, et ce depuis sa toute première conférence en 1874 qu'elle avait intitulée The Political Status of Women. Mais Annie Besant, contrairement à beaucoup de féministes de l'époque, n'idéalisait aucunement le féminin et militait pour une complète égalité des sexes. Symboliquement, dans An Autobiography, Besant raconte avoir trouvé sa voie de conférencière depuis la chaire de son mari pasteur anglican, un lieu alors exclusivement masculin. Seule dans cette grande église silencieuse, jamais je n'oublierai ce sentiment de pouvoir et de plaisir, mais surtout de pouvoir, qui s'empara de moi lorsque je projetais ma voix dans la nef. La préface d'An Autobiography s'ouvre d'ailleurs du point de vue d'un autobiographe de genre masculin, qui accomplit ce travail parce qu'il pense que bien qu'il lui soit parfois déplaisant, il peut ainsi tendre la main à un frère en difficulté dans l'obscurité. Ce point de vue, dans cette préface, passe ensuite à celui d'une âme, non genrée en anglais, qui s'aventura seule dans la nuit au bout de laquelle elle trouvait la lumière. Le fait que Besant pense ou laisse penser avoir été Bruno dans une vie antérieure n'est donc pas véritablement une transgression des barrières de sexe ni même de genre, qu'une transcendance des genres, au-delà des définitions du masculin et du féminin, une vision que l'on qualifierait aujourd'hui de non-binaire, de non-genré. Au début de sa conférence de 1898, donnée au Queen's Hall à Londres, et c'est celle-là donc qui a été imprimée, Besant demande à son public d'invoquer dans leur esprit le contexte de la vie de Bruno, verbe à prendre au sens plein du terme, car cette conférence sonne en effet comme une invocation de Bruno à travers Besant. Dans son autobiographie de 1893, Besant parle non sans une certaine fierté du sérieux de ses recherches. Elle explique qu'elle passait des heures à étudier au British Museum, où se trouvait alors la Reading Room et la British Library. Elle parle de la riche bibliothèque de Mr. Scott à sa disposition et jusque-là, ces articles, ces pamphlets sont généralement référencés, du moins autant qu'il est alors coutume de les référencer à l'époque. La conférence de 1898, cette fois, n'a aucune référence claire, il n'y a pas de notes, en tout cas dans ses publications, et c'est clair qu'elle veut paraître être écrite de mémoire, soit à partir de souvenirs de lectures déjà faites pour la lecture de 1876, ou la biographie de 1884, ou de souvenirs que Besant aurait acquis de sa vie antérieure en tant que Giordano Bruno. Et Besant joue sur l'ambiguïté. Pour la première fois, par contre, elle cite directement des écrits de Bruno, ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de traductions disponibles. Et elle intervient dans ce récit pour introduire ces citations. Je me souviens d'une phrase qui montre son étrange tournure d'esprit, remarque suffisamment ambiguë pour exprimer le souvenir d'une lecture, tout en donnant l'impression que Besant était peut-être présente d'une manière ou d'une autre quand cette phrase a été prononcée. Et elle joue sur cette ambiguïté. Annie Besant développe également de nouveau des parallèles autobiographiques. En 1876, en suivant ses sources, elle avait prudemment dit que rien de certain n'était connu de la famille de Giordano Bruno. En 1898, cette fois, elle décrit sa mère comme une catholique dévouée avec passion à l'Église qui désirait ardemment que son fils trouve sa place parmi les prêtres érudits de la communauté catholique romaine, ce qui se trouve dans aucune source réelle sur Bruno. Mais, ce faisant, elle fait ressembler la mère de Bruno à sa propre mère, dévote, qui l'avait convaincue d'accepter la demande en mariage de Franck Besant avec l'argument qu'elle pourrait ainsi se rendre utile et faire le bien en tant qu'épouse de pasteur. Par ailleurs, les commentaires de Besant sur le style de Bruno pourraient parfaitement s'appliquer au sien et créer une forme de mise en abîme, comme lorsqu'elle dit que tous ses livres ressemblent à des conférences. Et c'est exactement souvent le cas des ouvrages de Besant, qui d'ailleurs souvent sont eux-mêmes des conférences. Écrivaine elle-même prolifique, elle se demande comment Bruno est parvenu à publier 44 ouvrages durant cette vie tumultueuse qui fut la sienne, une activité si énorme qu'elle semble presque impossible. Et je peux vous dire que c'est un sentiment partagé par les biographes de Besant. Face à la masse de ses propres écrits publiés, elle a publié au moins 130 ouvrages et des centaines d'articles, conférences et pamphlets. Donc il y a totalement une mise en abîme. Dans cette conférence, Besant présente toujours le parcours de Bruno comme une vie de lutte, de débat. Elle revient largement là-dessus. Mais elle le fait également apparaître comme un précurseur de la théosophie,
dont la mission était de ramener en Europe le panthéisme original de Pythagore. Et elle insiste également sur ce qu'elle interprète comme la croyance de Bruno en la réincarnation, affirme qu'il enseignait l'immortalité de l'âme avec la transmigration. Ces deux premières biographies de Bruno s'étaient closes sur ce qu'elle présentait comme ses derniers mots sur le bûcher, qui sont en fait apocryphes, puisque malheureusement, on sait que les inquisiteurs avaient tout fait pour que Bruno, justement, ne prononce pas de derniers mots sur le bûcher en lui clouant la langue. Mais ces mots apocryphes se retrouvent déjà beaucoup à l'époque. Savoir mourir durant un siècle pour vivre pendant tous les siècles à venir. Et elle le cite parce que cela peut s'interpréter comme les dernières paroles d'un visionnaire scientifique et libre penseur, mais aussi comme une allusion à la réincarnation. Donc elle les cite de nouveau, mais elle les fait suivre cette fois par 3 pages de démonstration pour prouver que Bruno est mort pour ce même enseignement que nous diffusons aujourd'hui, c'est-à-dire la théosophie. Beson avait également conclu « Why I became a theosophist » sur cette phrase « Je ne veux d'autre épitaphe sur ma tombe qu'elle a essayé de suivre la vérité ». Et en 1898, elle répond à sa propre question « Pourquoi Bruno est-il mort ?» Parce que c'était la fin inévitable d'une vie entièrement dévouée à la vérité. Donc véritablement des parallèles extrêmement forts. Cependant, cette conférence permet également à Annie Besant de faire allusion à certains débats au sein de la société théosophique. Ainsi, lorsqu'elle cite l'hommage rendu par Bruno aux habitants de Wittenberg, il semble tout d'abord qu'elle s'adresse indirectement aux libres penseurs qui l'ont exclu de la National Secular Society en 1891 en raison de sa conversion à la théosophie. Dans son ultime conférence, elle avait lancé son auditoire. Que voulez-vous dire ? Je suis vraiment désolée, hein. Je n'étais pas au courant, donc du coup, je n'ai pas pu faire les coupes nécessaires et ce n'est pas évident. Donc, que voulez-vous dire ? Que vous n'acceptez d'entendre depuis cette estrade rien que vous ne sachiez déjà ? Que vous devriez être suffisamment sûr de vous pour écouter une conférencière exprimer des vues avec les... Vous devriez être suffisamment sûr de vous pour écouter une conférencière et exprimer des vues avec lesquelles vous êtes en désaccord. Ceci peut être comparé à sa citation de l'hommage rendu par Bruno à Wittenberg. Loin de restreindre la liberté de penser, vous ne m'avez pas questionné sur une foi que vous désapprouviez. Vous ne m'avez pas interdit de proclamer librement des opinions contraires aux doctrines qui ont cours parmi vous. Et donc, il serait tentant de voir dans Wittenberg, tel que décrite bien entendu par Beson, une métaphore de la société théosophique. Toutefois, lorsque Beson précise dans cette même conférence que Bruno parlait et écrivait avec des mots que les gens comprenaient et selon une façon d'enseigner qui leur permettait de le suivre, elle décrit aussi sa propre stratégie, adoptée et développée alors qu'elle était militante libre-penseuse puis socialiste. Stratégie qui s'était heurtée à la critique des théosophes anglais, moins enclins qu'elle à la démocratisation de leurs enseignements. En 1991, dans un éditorial intitulé « Ought Theosophists to be Propagandists », publié dans Lucifer, le mensuel théosophe anglais qu'elle dirige alors, Beson avait dénoncé cet élitisme. On prétend qu'enseigner par les livres c'est bien, mais pas depuis une estrade. Pour le dire franchement, cela signifie que les pauvres vont rester dans l'ignorance et l'obscurité. Et Beson de rappeler à ses adversaires que la société théosophique est une fraternité qui ne connaît pas de distinction de classe, toujours socialiste. Dans Giordano Bruno, The Man and the Teacher, selon moi, elle aborde ainsi indirectement des sujets omis de son autobiographie du 193 qui passent sous silence les tensions provoquées par son adhésion à la société théosophique, tensions parmi les théosophes. Arrivé en 1911, la majorité du public, théosophe ou non, des conférences d'Annie Besant, pense qu'elle se croit la réincarnation de Giordano Bruno. En effet, après sa tournée de conférences américaines de 1909, le Daily Mirror a publié un article intitulé « Les vies de Mrs. Besant ». Elle prétend se souvenir de 2 vies antérieures, Hypatie et Bruno. Elle prétend, pas tout à fait, le journal anglais explique ensuite, sous ce titre, qu'il tient en fait cette information d'une certaine Mrs. Pete, présidente de la Société théosophique de Cleveland, dans l'Ohio, qui aurait dit que Mrs. Besant se souvient de chaque journée de l'existence de ces 2 personnages. Quoi qu'il en soit, la nouvelle fait tant de bruit qu'elle est reprise en 1911 par les journaux britanniques lorsque Beson revient en Grande-Bretagne depuis l'Inde au printemps, donc 1911. Rumeur qui a même traversé la Manche, puisque René Guénon, qui assiste à la conférence de Beson à la Sorbonne, explique plus tard dans son ouvrage, d'ailleurs à charge contre la théosophie,
que pour comprendre ce titre, le message de Giordano Bruno, il faut savoir que Madame Besan prétend être la réincarnation de Giordano Bruno. Il faut dire qu'à cette rumeur s'ajoute également la publication récente, cette fois côté théosophe, par Charles Leadbeater du résultat de ses recherches sur les vies antérieures de plusieurs théosophes, dont le mensuel The Theosophies, dans une série d'articles. Toutefois, dans ces articles, les identités des théosophes concernés sont masquées, ce qui donne lieu à de multiples spéculations, en particulier par Theodore Bastman, qui est un des tout premiers biographes d'Annie Besant. En 1934, il cherche à identifier qui est qui, et donc d'après lui, Annie Besant correspond à Héraclès dans ses articles, et donc effectivement, elle aurait été la réincarnation d'Annie Besant. Parce que Besant, pour sa part, n'a jamais directement dit ou directement publié qu'elle se croyait avoir été Annie Besant dans une vie antérieure. Ce qui est assez compréhensible, elle est là très pragmatique. Blavatsky avait consacré tout un chapitre de sa clé de la théosophie à la réincarnation, et avec une section sur les raisons pour lesquelles on ne se souvient pas de nos vies antérieures. Blavatsky avait concédé qu'il y avait des exceptions à cette règle, mais écrit-elle, avec son style assez inénarrable, qui va les croire? Ces extralucides sont généralement considérés par les matérialistes actuels comme des hystériques hallucinés, des fanatiques au crâne fêlé ou des charlatans. Et je crois que Besan était assez consciente de ça. Néanmoins, elle ne dément jamais la rumeur et elle transmet donc le message de Giordano Bruno en sachant parfaitement qu'elle est alors vue comme sa réincarnation, réelle ou fictive, et elle utilise pleinement cette situation. Sa conférence à la Sorbonne est en fait conçue comme une forme de reconstitution des cours d'Annie Besant à la Sorbonne. Cette conférence, elle la donne dans ce lieu, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Alors, elle est bien consciente qu'il n'a pas pu donner en fait cours dans le grand amphithéâtre, parce que l'amphithéâtre est en fait alors relativement récent. Il a été inauguré en 1901, c'est la nouvelle Sorbonne. Mais elle continue à faire croire qu'il a fait cours à la Sorbonne. Or, ce n'est pas le cas, puisque Giordano Bruno a fait cours au Collège Royal, futur Collège de France, et n'enseignait pas à la Sorbonne. Et ça, elle le sait, ça c'est dans les sources. Mais pour accentuer l'aspect reconstitution, elle parle de ses conférences dans la Sorbonne. Alors, arrivée en 1911, Annie Besant n'a plus publié du tout d'autobiographie. Et une des personnes qui a travaillé sur elle, Caroline Berry Mackay, dit oui, mais bon, c'est compréhensible, elle est tellement occupée à faire plein de choses, elle n'a plus le temps de rédiger d'autobiographie. Et pour moi, ça ne fait pas tellement sens, puisque lorsqu'Annie Besant a publié ses vrais textes autobiographiques avant, elle était tout aussi occupée en tant que socialiste, libre-penseuse, conférencière, journaliste. Selon moi, le problème est ailleurs. Si Annie Besant avait rédigé la suite de ses mémoires, elle aurait été obligée de contredire sa préface à sa dernière autobiographie, qui se présente comme le récit d'une âme qui a lutté à travers la tempête et de l'autre côté a trouvé la paix. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout en paix en 1911. Le message de Giordano Bruno au monde moderne, elle le donne à un moment tout particulièrement difficile pour elle et pour la société théosophique qu'elle préside depuis 1907. Tout d'abord en raison de luttes de pouvoir qui ont eu lieu après la mort de Blavatsky entre ces personnages, je vous passe cela. Mais aussi parce que Leadbeater a été exclu de la société théosophique, accusé d'abus sexuels contre un jeune adolescent dont il était à l'époque le tuteur. Donc il est exclu en 1907, ça crée un énorme scandale et Annie Besant continue à soutenir Leadbeater contre vents et marées. Malgré cela, elle a réussi à être élue présidente de la Société théosophique, mais ces tensions au sein de la Société théosophique sont toujours là entre ceux qui continuent d'accuser Leadbeater, qui, à mon avis, très vraisemblablement était coupable de toute façon, et Annie Besant, qui, elle, refuse de croire cela. Pour ne rien arranger, c'est Leadbeater qui a découvert Krishnamurti à Adyar, en Inde, en 1911. Krishnamurti, qu'une partie des théosophes, dont Annie Besant, imagine être le world teacher, l'instructeur du monde, et commence à présenter comme un nouveau prophète. En effet, Annie Besant croit à la théorie théosophe des avatars,
selon lequel le World Teacher redescend régulièrement parmi l'humanité pour guider l'humanité. Et ce World Teacher a ainsi été, selon elle, Krishna, Bouddha, Zoroastre, Jésus et Mahomet. Et donc, là, maintenant, le prochain, pense-t-elle, ça va être Krishnamurti. Les théosophes sont extrêmement divisés sur ce sujet. Soit parce que certains sont encore chrétiens, et donc d'imaginer que le Christ était un avatar commence à atteindre ses limites. C'est le cas de Rudolf Steiner, par exemple, et Rudolf Steiner quitte la théosophie et va fonder l'anthroposophie en réaction à cela en 1913. Soit parce que d'autres pensent que tout cela c'est très très éloigné de Blavatsky, ils appellent ça la néo-théosophie et ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et en 1911, ces différentes polémiques au sein de la théosophie font rage, et font rage non seulement au sein des théosophes, mais dans un public plus large, et les catholiques en particulier sont absolument furieux contre Annie Besant, d'autant plus que Krishnamurti est présent à la conférence de 1911. Et il y a un sujet de recherche, au moins de mémoire de master à faire sur la réaction de la presse française à la conférence d'Annie Besant de 1911. Parce que ça génère, mais véritablement, toute une série d'articles absolument passionnants. Et la violence verbale est absolument au rendez-vous, comme ce message du serpent, publié dans le Gaulois, qui est un journal conservateur, légistimiste, anti-Dreyfusard, et qui a un message, il y a tout, hein, c'est raciste, c'est absolument épouvantable. Les journaux catholiques sont également absolument furieux. Mais Annie Besant, non seulement savait que ça allait arriver, mais clairement l'a cherché. Donc ça, c'est d'autres articles de la presse. Lorsqu'elle relate dans sa conférence que, désireux de répandre son enseignement, Bruno demanda au recteur de la Sorbonne la permission d'ouvrir un cours, permission qui lui fut accordée. Ce n'est pas la vérité historique puisqu'il ne s'agissait pas de la Sorbonne. Mais ici, elle fait allusion au fait que le vice-chancelier de la Sorbonne, Louis Liard, lui a effectivement donné la permission de donner une conférence, non seulement à la Sorbonne, mais dans le prestigieux Grand Amphithéâtre. Et cela crée également un scandale dans la presse française. Et Louis Liard se fait attaquer pour cette décision d'avoir accepté qu'Annie Besant donne cette conférence à la Sorbonne. Et donc, je vous ai donné un extrait de la presse qui parle d'Annie Besant comme une grosse dame étrangère qui exerce la profession de grande prêtresse de la théosophie, qui se demande bien pourquoi elle a eu le droit de donner une conférence. Alors, Le Figaro, par contre, est positif. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il fait un article relativement élogieux sur elle. Donc, Annie Besant a clairement anticipé ces réactions. Elle les a même espérées, à mon avis. Lorsqu'elle parle de la foule des étudiants peu soumise à l'autorité qui voulaient absolument assister en masse aux leçons de Giordano Bruno, c'est exactement ce qui se passe. Le public est très nombreux et il y a en fait des bagarres à l'entrée. Entre les étudiants et des catholiques intégristes. On se bat également pour réussir à avoir une place dans la salle et il y a véritablement une mini-émeute autour de cette conférence, mais qui était très clairement attendue par Annie Besant. Alors, donc là, plus que le fond, c'est plutôt dans la forme qu'il y a cette assimilation qui se met en place par cette reconstitution du cours qui permet à Annie Besant de mettre au jour toutes ces tensions suscitées par la théosophie au sein d'un public très large, à un moment où la théosophie était à un tournant avec l'arrivée de Krishnamurti. Voilà. Donc, Annie Besant, pour la première fois toutefois, fait allusion aux nations, ce dont elle n'a jamais parlé avant, et c'est uniquement lié au fait que Annie Besant, je suis désolée, je suis en train de couper à l'arrache et donc ça ne ressemble plus à grand chose, mais vous m'excuserez, je suis vraiment désolée. Annie Besant a déjà entamé sa lutte pour l'indépendance de l'Inde, d'où l'allusion à un certain nationalisme qui ne correspond absolument pas du tout à la philosophie de Bruno. Et puis, donc c'était juste là, je ne vais plus avoir le temps de faire grand chose d'autre. Annie Besant, oui, aussi, la chose que j'oubliais, Annie Besant n'oublie pas non plus sa lutte pour le droit des femmes. Tout d'abord parce que c'est en tant que femme qu'elle fait sa conférence à la Sorbonne. À l'époque, à la Sorbonne, il n'y a qu'une seule professeure, Marie Curie. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Or, elle fait une conférence dans le Grand Amphithéâtre. Deux jours plus tard, elle participe à la Grande Marche et elle donne même des conférences aux côtés des suffragettes. Donc, on voit bien que le lien est fait. Donc,
pour conclure, si Annie Besant s'est profondément, ma conclusion fait 3 lignes, si Annie Besant s'est profondément identifiée à Giordano Bruno, au point peut-être de penser en être la réincarnation, mais aussi d'en jouer, elle n'en a pas moins utilisé les biographies qu'elle lui a consacrées à relater indirectement des épisodes de sa propre vie et à exprimer certaines de ses propres difficultés à des moments où il aurait été difficile de le faire ouvertement, au point qu'à bien des moments, Bruno apparaît plus comme la réincarnation de Besant que l'inverse dans ses textes.